Fatou Diome, le ventre de l'Atlantique. Sally vit en France, son frère Madické rêve de l'y rejoindre. Mais comment lui expliquer la face cachée de l'immigration, lui qui voit la France comme une terre promise, où réussissent les footballeurs sénégalais, où vont se réfugier ceux qui, comme Sankélé, fuient un destin tragique. Les relations entre Madické et Salié nous dévoilent l'inconfortable situation des venus de France, écrasés par les attentes démesurées de ceux qui sont restés au pays et confrontés à la difficulté d'être l'autre partout. Distillant leurre et espoir, ce premier roman sans concession est servi par une écriture pleine de souffle et d'humour. De Moussa, il ne restait qu'une photo jaunie, envoyée de Paris, que Ndétar brandissait devant ses protégés pour authentifier son récit. En effet, de tous les habitants du village, l'instituteur était le seul à détenir la version complète de cette histoire. À son retour, le jeune homme avait fait de lui son confident. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. Seul enfant mâle aîné d'une famille nombreuse, Moussa en avait assez de contempler la misère des siens. Depuis qu'il avait quitté le lycée, faute de moyens, l'avenir lui apparaissait comme une ravine, l'emportant vers un trou noir, car il ne voyait pas quoi mettre à la place du bureau climatisé de fonctionnaire dont il avait tant rêvé. Mais il n'était pas garçon à baisser les bras. Pour les pauvres, disait-il, vivre c'est nager en apnée, en espérant atteindre une rive ensoleillée avant la gorgée fatale. À 20 ans, décidé à aller chercher fortune, il quitta le village pour la ville de Mbour, sur la petite côte sénégalaise, où il se fit engager comme matelot dans l'une de ces grandes pirogues qui pratiquent la pêche artisanale. Ambitieux, le jeune pêcheur frappait à toutes les portes. Trop de gens comptaient sur lui pour manger, il ne pouvait se contenter des rendements hypothétiques de la pêche. Après plusieurs tentatives, il réussit à trouver une place dans l'équipe de football de la même ville. Il fut régulier aux entraînements et se donna de tout son cœur lors des matchs. Très rapidement, il se fit remarquer par Jean-Charles Sauveur, un Français qui se disait chasseur de talent, mais pour le compte d'un grand club de foot français. Qui a dit que le bon Dieu est sourd? Le recruteur n'eut aucune peine à convaincre le jeune poulain, il lui avait suffi d'abattre ses cartes. Un billet d'avion payé par le club, un logement garanti dans un centre de formation où on l'entraînerait avec les juniors avant de le propulser vers la gloire au sein du grand club, et surtout, la promesse d'un salaire mirobolant. Seul, l'âge du garçon posait problème. 20 ans. C'était un peu trop pour rejoindre la formation des juniors. L'épine fut vite ôtée. Ici, on peut s'octroyer une deuxième, voire une troisième naissance. Il suffit de quelques billets, dans le dos du chef de bureau, ou en tête-à-tête avec lui. Et puis, on ne refuse rien à quelqu'un qui va en France. C'est une future relation enviable. Jean-Charles Sauveur, en habitué, sortit les francs français au bon moment. Le visa, une formalité. Dans les ambassades aussi, on sait boire son pot de vin en silence. Du bon vin français, ça fait mieux passer les cacahuètes. La vie sous les tropiques est si dure. Un compatriote de passage, ça fait toujours du bien. Bon voyage, messieurs. Quelques jours plus tard, Moussa tapait un ballon gonflé d'espoir dans un stade français. Ce n'était qu'un entraînement, mais pour lui, c'était le match le plus important de son existence. Pour la première fois de sa vie, il évoluait sur un vrai terrain de foot, avec des vestiaires et une pelouse bien verte. De toute sa volonté,
Il tentait d'émerveiller l'entraîneur français qui scrutait tous ses gestes. Avec son gabarit, si on arrive à affiner tout ça, ce sera un vrai bulldozer à l'attaque, commentait ce dernier. Il en fut ainsi lors de tous les entraînements qui suivirent. Sous l'œil paternel de Jean-Charles Sauveur, Moussa se sentait investi d'une mission sacrée. Il ne devait pas faillir. Sauveur attendait impatiemment qu'il confirme ses talents pour rentabiliser son investissement. Le soir, au centre, en regardant la télé, Moussa s'indignait de ce marchandage de joueurs et finissait par délirer sur le prix faramineux des transferts. Le Real Madrid a acheté ce gars à tant de millions de francs français? La vache! Combien cela peut-il bien représenter en francs CFA? Au moins de quoi s'acheter 5 villas avec piscine sur la côte dakaroise. Même s'il s'amusait à calculer en s'imaginant au cœur d'une telle transaction, ce procédé d'esclavagiste ne lui plaisait guère. Mais il n'avait pas le choix. Il faisait maintenant partie du bétail sportif à évaluer. Moussa savait qu'à défaut de se faire engager dans le club qui misait sur lui, il devait lui-même rembourser à Sauveur les frais engagés. Billets d'avion, pots de vin, frais d'hébergement, de formation, etc. Alors il se donnait à fond. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. De la France, il ne connaissait que le centre de formation et les pelouses givrées. Pour le tourisme, il verrait plus tard. Après tout, il n'était pas venu en France pour les châteaux. Bientôt, lorsque ces matchs seraient retransmis à la télé, lorsque les enfants de Niodior pourraient admirer ses exploits et qu'il serait enfin convié à la présidence de la République sénégalaise, il pourrait s'offrir entre deux championnats un Tour de France en Porsche. Aussi adressa-t-il aux siens un courrier qui ne contenait rien d'excitant. Ses parents, qui, en allant faire lire sa missive chez Ndétar, attendaient les aventures de Télémaque en mieux, furent assez déçus. C'était une lettre aussi pauvre en contenu qu'un compte-rendu de Paris-Dakar par Johnny Hallyday. L'instituteur traduisit ceci. « Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va. On s'entraîne tous les jours, je ne touche pas encore de salaire, mais ce sera pour bientôt, que le ciel vous garde, priez pour moi. » Outre ces 7 courtes phrases, il y avait dans l'enveloppe une photo prise lors de l'unique sortie organisée par le centre pour leur faire voir l'équipe nationale en action. Son père, ivre de colère, jeta la photo à la tête de l'instituteur en maugréant. « Et voilà, mon fils, à peine en France, il a déjà changé. Regardez-moi cet accoutrement. Et il a le toupet de me parler d'un salaire de footballeur, comme s'il ne pouvait pas se trouver un vrai travail. Des gaillards qui font les cabris entre 4 poteaux. Il appelle ça travailler. Que le ciel lui ouvre les yeux. Ndétar, tu vas tout de suite m'écrire une lettre pour lui, tu mettras exactement ce que je vais te dire. » Pendant que son absence narguait son père, Moussa découvrait la rigueur de l'hiver, les morsures du vent sur sa peau, la rareté du soleil, puis ce rhume prolongé qui l'obligeait, même sur le terrain, à porter souvent la main à son nez. Il découvrait aussi des compagnons de centre de formation, en majorité des blancs, pas franchement camarades. Au centre, l'esprit d'équipe, on s'entorchait. Les dents étaient longues, le gibier insuffisant. Les stagiaires savaient qu'ils ne seraient pas tous titularisés. Les quelques places du grand club s'arrachaient à coups de crampons et d'intimidation. Il fallait avoir les nerfs d'acier. Moussa n'avait pas l'habitude d'une telle compétition. Là-bas, chez lui, on lui avait appris qu'il ne fallait pas envier, jalouser, ni même rivaliser, que seul Dieu accorde à chacun ce qui lui est dû dans l'existence. Du sport, en dehors de la promesse de réussite, Moussa n'en attendait qu'une franche camaraderie et le respect mutuel. Il ne trouva que calcul, sordide et mépris. Sur le terrain, il perdait ses moyens lorsque certains de ses coéquipiers lui hurlaient « Hé négro, tu ne sais pas faire une passe, ou quoi ?»
Allez, passe le ballon, ce n'est pas une noix de coco. Au vestiaire, il y en avait toujours un pour le ridiculiser devant les autres. Alors, tu ne sais pas faire une passe? T'inquiète, on t'apprendra. On te fera visiter le bois de Boulogne la nuit. Tu seras invisible, mais tu pourras tout voir. Eh les gars, peut-être qu'il préfère Pigalle. Devinez quoi? Le mec, il n'a jamais visité Paris, et vous savez ce qu'il m'a sorti la dernière fois? Eh oui, c'était le temps des confidences, quoi. Alors forcément, pour oublier le mal de sa cambrousse, Tarzan s'épanche. Alors les gars, vous voulez vraiment savoir ce qu'il m'a dit? Eh, fais pas chier, criait le caïd. Accouche qu'on rigole un peu. Ben, il dit que c'est un célèbre sculpteur français du XVIIIe siècle, un certain Jean-Baptiste, qui aurait donné son nom à la rue de Pigalle. Vous entendez ça, les mecs? On se demande où il va chercher tout ça. Me dis pas que ça discute sculpture sous les bananiers. Eh, si ça se trouve, il est déjà là, lui. Il était déjà là, lui, à cette époque. Rappelez-vous la bonne vieille Lucie, vieille de chez eux. Vient de chez eux. Il ferait mieux de bouger avec le ballon au lieu de faire la statue sur le terrain. Motivé, Moussa offrait son dos aux blagues déplacées, se retenant de boxer les auteurs des injures et des colibés. Mougne, apné jusqu'à la rive ensoleillée, tenir. Martelait sa voix intérieure. En bon insulaire, il se consolait avec des mots bien de chez lui. Les vagues peuvent toujours frapper, elles ne feront qu'affûter le rocher. Les mois passèrent, le rocher de l'Atlantique ne perçait toujours pas le ballon de France. Recruté sur son potentiel d'attaquant, Moussa n'avait jamais inscrit le moindre but, malgré les entraînements intensifs et ses nombreux gris-gris. Lors des vrais matchs, il lui fallait se contenter de lustrer le banc de touche ou de servir de numéro complémentaire, souvent placé à contre-emploi, dans des postes qui ne lui permettaient nullement de mettre en valeur ses atouts d'attaquant. Il admirait les vestiaires, appréciait les douches chaudes, sous lesquelles il imaginait de belles actions qu'il n'avait jamais pu réaliser. Il s'était même inventé une pose victorieuse avant les glorieux acteurs du Mondial 98. Non, Moussa ne se serait pas contenté d'un regard vague et d'un doigt posé sur la bouche pour inviter les spectateurs à admirer le merveilleux buteur épaté par son œuvre. Ce numéro de pantomime aurait été peu expressif à son goût. Enfant de la terre et du rythme, il exécuterait un balaxe endiablé avant de se jeter sur la pelouse. Peut-être même qu'il ferait 3 sauts périlleux pour prolonger les applaudissements. Mais jamais il n'eut l'occasion de concrétiser cette scène, 1000 fois répétée mentalement. Non seulement le froid lui nouait les muscles, mais il devait fournir d'énormes efforts pour se traîner avec cette boule de nostalgie qui grossissait dans son ventre et ne laissait presque plus de place à la nourriture diététique du centre de formation. Longtemps après la fin de la période d'adaptation qu'on lui avait accordée, ses résultats demeuraient décevants. Le centre ne voulait plus de lui. Sauveur, sentant son investissement en péril, prit les devants. « Écoute, champion, lui dit-il, j'ai déjà assez dépensé comme ça, et tu ne progresses vraiment pas. On va arrêter les frais. Tu me dois environ 100 000 balles, il faudrait que tu bosses pour ça. Comme tu le sais, ta carte de séjour est périmée. Si tu t'étais bien débrouillé, le club aurait tout réglé en vitesse. Mon fric, tes papiers, tout quoi. Mais là, tu n'as ni club, ni autre salaire, le renouvellement de ta carte de séjour, faut même pas y songer. J'ai un pote qui a un bateau, on ira le voir. Je te ferai engager là-bas. On ne lui demandera pas beaucoup, ça l'aidera à la fermer. Il me versera ton salaire, et quand tu auras fini de me rembourser, tu pourras économiser de quoi aller faire la bamboula au pays. Tu es un gars solide, tu vas assurer. Mais surtout, chut. N'oublie pas que tu n'as pas de papier, alors au moindre mot, les bleus t'offriront les bracelets et tu n'auras plus qu'à jouer du jazz à l'ombre. Remarque, tu n'as pas besoin de bronzer, toi. Bon, quelqu'un viendra te chercher demain pour te conduire au bateau. Une fois là-bas, c'est terminé. On ne se connaît plus. Motus et bouche cousue. Salut champion.
Moussa n'eut que la soirée pour plier son peu de bagages. Sauveur avait pris soin de le débarrasser des quelques masques qui ornaient sa chambre. Amer devant ces murs vides, l'infortuné sembla soudain se réveiller d'une longue torpeur. Merde, il m'a piqué tous mes masques sacrés, se dit-il. Ce gars est un vrai rapace. Je n'irai pas dans ce foutu bateau, ces gens-là vont me tuer à la tâche et ne me donneront jamais un centime. J'en suis certain. Je ne sais pas où je vais aller, mais je vais foutre le camp d'ici avant qu'ils ne viennent me chercher. N'arrivant pas à fermer l'œil de la nuit, il prit la dernière lettre de son père et se la relut à haute voix.